fête, une immense fête. Bah, personne m'a cru. Personne ne me croyait et non, c'était vraiment... au début, c'était pris comme une blague et en fait, je me suis dit, pour éviter de prendre les choses comme une blague, on va essayer de le faire très premier degré, assumer la chose complètement et en même temps mettre une petite touche d'humour pour gratter un petit peu là où nos politiques, ça leur ferait du bien. Ouais, généralement, je dis, je vais faire un film avec un requin dans la scène. Ça, c'était ma phrase. Ils réagissent. Je pense que mes parents... mon père, ça le fait délirer, il adore les films de genre et tout ça. Je pense que ma mère était un peu sceptique en se disant, bon, ok. Et mes potes, ça les faisait tous délirer en fait. Il y avait tout un truc, surtout je leur disais, bah oui, c'est juste avant le triathlon qui annoncerait les JO. Donc tout le monde me disait, mais vous allez le sortir quand? Je pense qu'on l'aura fini à peu près pour les JO. Donc tout le monde trouvait ça hyper gonflé, hyper drôle et c'est ce qui se passe dans les forums. Les gens commentent systématiquement le rapport entre les JO qui commencent là dans un mois et le film qui sort là maintenant, quoi. Finalement, on s'est servi de la réalité et on a juste un peu poussé les potards. Pour se souvenir, je pense que tout le monde peut-être les gens s'en rappellent pas, mais il y a eu un orque et un beluga qui se sont perdus dans la Seine il y a 2 ans. Ça prouve qu'il y a un vrai dérèglement climatique, qu'il y a des vrais problèmes, certainement dus aux éoliennes, à la pollution. Et ces animaux qui sont des cétacés, donc qui fonctionnent avec des sonars, se sont certainement perdus. On n'a pas encore les résultats d'analyse des autopsies qui ont été faites sur les 2 animaux. C'est vraiment quelque chose qui dérègle complètement le système maritime. Et on s'est dit, pourquoi pas un requin? Et finalement, le requin est un révélateur de nos problématiques environnementales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va tuer plus de 100 millions de requins par an pour de la crème anti-âge ou de la soupe, alors qu'en fait, on a besoin de cette espèce. C'est une espèce qui ça régule les océans. En fait, c'est vraiment les animaux qui régulent les océans, qui régulent notre atmosphère aussi. Parce qu'il faut savoir que chaque requin, quand ils vont manger des carcasses de poissons, ils vont réguler en fait la faune aquatique. Et ensuite, quand eux meurent, ils gardent le carbone en fait qu'ils ont ingéré et ce carbone ne va pas dans l'atmosphère. Donc en fait, c'est hyper important de pouvoir sauvegarder cette espèce aujourd'hui. Les Dents de la Mer, ça reste le top du top parce que c'est un très grand film avec des très grands personnages. Il n'y a pas que des scènes de requins mémorables, mais il y a surtout une scène avec 3 personnages qui se racontent leurs cicatrices et la fameuse séquence de l'Indianapolis de Robert Shaw qui reste un sommet d'acting, de tout. C'est un grand moment de cinéma. Le film est encore aujourd'hui un chef-d'œuvre pour moi. Ça reste le plus grand film de requins de tous les temps, mais pas seulement. Après, il y a 47 Meter Down, ce que je trouve vraiment cool. Et j'aime beaucoup Le Peur Bleu de Rennie Harlin aussi. La mort de Samuel L. Jackson, par exemple, qui reste quelque chose de très... And we're gonna find a way to get out of here. First, we're gonna seal off this... Non, j'avais jamais vu Les Dents de la Mer. Donc je l'ai vu pendant le tournage. J'ai dit à mon mec, on va regarder Les Dents de la Mer quand même, parce qu'on va forcément m'en parler. Ce serait quand même relou que je dise, j'ai pas vu. J'adore Spielberg, donc j'ai regardé. Le scénario est incroyable, la lumière, la mise en scène, vraiment c'est du grand Spielberg. Après le requin en lui-même, tueur, ça m'a un peu gonflé parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus moi ayant travaillé beaucoup sur les requins, j'ai un peu gâché le film à mes enfants, mais du coup ils n'ont pas eu peur. En leur disant, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Un requin qui vient et qui t'attaque, il attaque généralement, à quelques exceptions. Ouais, non, ça va, c'est pas possible. Donc du coup, mon mec, il arrêtait pas de dire, mais tais-toi, tu nous gâches le film et tout. Pour moi, Sous la Seine, c'est pas Les Dents de la Mer. C'est plus un film à suspense, comme Duel. On sait pas jusqu'où ça va aller, on sait pas ce qui va se passer, avec quand même une dimension écologique. Mais c'est pas un film d'horreur qui met... c'est pas un film de, comme disait un autre journaliste, un collègue à vous, un film de monstre. Le requin, en fait, il est une victime. Ouais, il est victime de notre société, de ce que nous on fait à notre monde, la surpêche, la pollution. Et je pense que ça c'est très clair dans le film en fait. C'est rigolo parce que Spielberg vous a bien repris il y a oui, on m'a dit ça l'autre fois là. 10 ans, du coup, ouais. C'est marrant. Ouais, je vais l'appeler. Je lui dis, dis donc, Steven, on fait des films sur les requins, on se retrouve à Cannes, quand est-ce qu'on fait un film ensemble? Tout est un peu tronqué parce qu'en fait le film a coûté cher, mais même moi j'ai pas le détail de tout ce que ça a coûté parce qu'en fait on a tellement travaillé sur 3 pays. En fait chaque pays a une tranche de budget qui a été allouée pour pouvoir faire les images dont on avait besoin. Et moi je sais que le travail qu'on a fait en préparation pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui, je dirais que le moindre centime a été mis à l'image pour qu'on puisse optimiser justement au maximum ce qu'on avait envie de faire et l'ambition du film surtout. Et justement,
Où va l'argent? Ça va dans les décors, les effets spéciaux? Ça va dans... moi je pense que c'est un peu tout, parce qu'un film par essence c'est cher. À moins de faire un film d'auteur, mais là l'idée c'était de faire un film à grand spectacle. Donc qui dit grand spectacle dit grand moyen, mais on peut pas faire de gâchis. Et l'idée c'était d'éviter de faire un gaspillage comme on peut l'avoir sur des productions américaines où finalement ils vont tourner puis retourner et ils enchaînent non-stop jusqu'à ce qu'ils réécrivent en permanence jusqu'à la fin de la post-prod pratiquement. Nous non, on a fait tout l'inverse, on a travaillé comme en animation et on n'avait pas un budget de dingue pour un film français comme ça avec cette ambition-là. Donc il fallait absolument que chaque denier aille au bon endroit en fait. Et donc on a fait un travail de préparation de plus de 8 mois pour pouvoir savoir exactement comment dépenser, où faire attention, combien à la journée près. C'était vraiment hyper précis pour savoir ce qu'il fallait faire. Et moi je pouvais pas faire n'importe quoi du tout. C'était vraiment, c'est beaucoup plus compliqué de faire un film comme celui-ci, même si ça paraît cher. En fait on a beaucoup plus de contraintes parce qu'on ne peut pas partir dans des délires. Et à partir du moment où ça implique des effets spéciaux comme cela, il faut savoir exactement quoi faire, comment les tourner. Il y a quelques scènes très spectaculaires sur la fin du film qui demandent des moyens qui peuvent être colossales, mais on a réussi à les limiter parce qu'on a été malin sur la manière de les tourner. C'était mon côté, ça c'est mon côté bis et j'adore ça, j'adore le cinéma de genre, j'adore la série B et je voulais absolument qu'on puisse faire un blockbuster avec une conscience écologique mais en même temps d'être quand même généreux avec le public. C'est-à-dire que je me disais ouais il y a une promesse d'un triathlon, si le requin n'attaque pas le triathlon on va être déçu. Et donc il fallait absolument qu'on lâche les chevaux quand il fallait les lâcher. J'avais peur qu'il n'attaque pas. Et après, j'ai pas été déçu, tu vois. C'est ce qu'il fallait, puis je voulais que ça aille encore plus loin. Mais c'est un film à suspense, c'est pas tellement un film d'horreur, parce que même les morts, quand le requin mange, on voit pas tellement, je trouve. C'est vraiment tout d'un coup, hop, le requin il arrive, tu l'as pas vu arriver, hop, tu sursautes. Moi, la première arrivée, le premier requin là qui fait un truc comme ça, j'ai vu 3 fois le film, et à chaque fois je sursaute. Et à chaque fois, Xavier Jeance, le réalisateur, il se fout de ma gueule. Il me dit, mais enfin quand même, je dis, ah ouais, mais j'oublie tout le temps. Donc c'est plutôt ça qui... Et le suspense de dire quand est-ce que ça va arriver, parce que évidemment, on vous propose un film de requin, c'est pas pour aller caresser le requin et faire des photos. Il va se passer forcément des choses qui font peur, il va forcément manger quelqu'un. Et on sait pas du tout comment ça va se finir aussi. La fin, elle est vraiment, on se dit, mais comment ils vont finir ce film? Et ça aussi, les enfants, ils ont halluciné, ils ont adoré, quoi. Ouais, j'ai un... Oui, c'est physique. Après, Coupé, je me dis, ah, c'est quand même... Coupé, il y avait 2 challenges. Bon, il y avait tout le truc physique, les bagarres et tout ça. Mais il y avait aussi les 30 minutes de plan séquence où on a tourné pendant 30 minutes. Et il y avait quelque chose où on se disait, waouh, allez, on y va, quoi. Et je me suis dit, ah, j'ai quand même besoin d'avoir des challenges un peu différents sur les films et pas être tout le temps cantonné à, même si j'adore et je renie rien parce que j'ai fait des films sublimes, mais de pas enchaîner que des films trop dans le quotidien, quoi. Donc toujours trouver quelque chose qui fasse que je m'amuse, en fait. L'intro du film, en fait, c'est un peu le battement d'aile de papillon de ce qui va se passer à la fin. Et tout le film est construit comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, on voit les dégâts de l'homme sur l'environnement, l'impact que ça a sur cette espèce, qui va être déréglé et qui va faire que ce qui se passe dans le film. Et je voulais absolument qu'il y ait une réponse à cette séquence d'intro en plein cœur de Paris. En fait, qu'est-ce qui se passe finalement si on extrapole complètement les choses? Est-ce que ce serait possible? Je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Et en même temps, je voulais absolument que le spectateur se dise ok, c'est un film de requin, mais ça se termine comme La planète des singes, en fait. On a tourné fin 2021 et le film est en post-production, il devrait sortir bientôt, mais j'ai pas les dates encore. C'est une histoire d'amitié avec Gareth Evans, c'est mon pote et en fait il peut être au milieu de la jungle quelque part, s'il m'appelle et qu'il me dit viens, j'ai besoin de toi, je viens. C'est une vraie histoire d'amitié qu'on a tous les deux et c'est vrai que depuis Gangs, moi c'est comme un frère. Franchement, ouais. Moi je suis super content parce qu'en fait on l'a fait avec le cœur et avec passion et à partir du moment où on fait des choses avec le cœur et passion, les gens le ressentent. Et donc je pense que je vais continuer à essayer de faire ce genre de film parce que c'est ce que j'aime profondément. On t'a fait d'autres propositions grâce à Farang, tout ça? Oui, mais j'ai tout refusé. D'accord. Mon grand rêve, c'est de faire un grand film sur l'expédition La Pérouse, qui s'appelle Vanikoro, qui est toujours en cours, qui est un film qui prend son temps, qui prendra encore des années, je pense, à pouvoir voir le jour, mais je le ferai.
Et ça sera un grand film d'aventure épique qui raconte l'histoire de France sous un autre axe et qui soit quelque chose de très humaniste et en même temps très fort et visuellement incroyable. Nous sommes des envahisseurs, ce qui fait de nous des ennemis. Oui, j'adorerais que les gens découvrent Colskin. Je pense que Colskin, c'est un film qui n'a pas eu la chance d'être découvert à sa juste valeur. Et j'en parlerai à Netflix justement s'ils veulent pas le sortir. Ça serait une super bonne idée. Ouais. J'en ai beaucoup. Beaucoup, ouais. Je sais pas si elles sont pas politiquement correctes. J'ai eu la chance en fait de pouvoir être stagiaire sur Maximum Risk de Ringo Lam d'abord et ensuite sur Double Team. Et je dirais que l'anecdote la plus drôle c'est sur Maximum Risk parce qu'en fait c'est sur la scène d'intro qui se passe à Villefranche-sur-Mer. Moi j'étais un PA. Un PA c'est un production assistant qui va bloquer les portes pour pas que les gens sortent de chez eux pendant qu'il y ait une poursuite. Et l'anecdote marrante, c'est que Ringo Lam filme la séquence du triporteur avec la Renault 21 qui le suit dans les petites ruelles de Villefranche. Et moi j'habitais là-bas, hein, donc je connaissais par cœur. Et Ringo Lam à un moment donné arrête tout et dit non, il faut mettre plus de voitures pour que ce soit encore plus étroit. À la hongkongaise, pour qu'il y ait plus de chaos. Ils n'ont pas de voiture en plus. Et là ils appellent les pieds et ils me disent ouais Xavier t'as pas ta caisse. Moi j'avais une petite 104 à l'époque. Et ils me disent bah tu la mets dans la ruelle et ça va aider le cadre. Moi j'étais trop content donc j'amène ma petite 104 pour la mettre dans la ruelle et tout, j'étais trop fier, tu vois, je me dis on va voir ma voiture dans le film, c'est trop bien. Et là je me mets dans ma petite porte pour bloquer, enfin j'avais les grands escaliers de Villefranche à bloquer, donc je me mets là puis j'entends le moteur, l'action et j'entends le bruit de la voiture du triporteur qui part. Et là la prise démarre, je me dis bon ça va durer 30 secondes et là j'entends un gros BAM et je me dis merde. Et en fait c'était ma voiture qu'ils ont complètement défoncée. Ouais, et je suis arrivé, bah, j'ai dû me faire rembourser une aile et tout, mais j'étais trop content et on la voit dans le film. Ah ouais, Ouais. une bonne histoire. Ouais, j'ai une bonne histoire. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à vous. Bah, merci à toi, merci.